Je vous remercie infiniment pour votre invitation. Effectivement, je travaille à Toulouse. Au bloc opératoire, on va passer au plus petit format donc d'enfants, ventilation pédiatrique. Merci beaucoup au comité d'organisation de m'avoir proposé cette présentation. Donc, dans le titre, hein, ventiler en pédiatrie, je vais reprendre un petit peu des choses qu'ont dit mes prédécesseurs. La première chose, ça va être de ne pas être pris au dépourvu. Donc, ventiler des enfants, c'est savoir... Alors, je ne sais pas pourquoi mon truc démarre tout de suite, c'est pas grave, on va s'en sortir. Donc, c'est d'abord savoir ce que c'est un enfant et à quel problème on va être confronté, et savoir avec les particularités auxquelles je dois faire attention avec mon respirateur. Et ensuite seulement, on démarrera l'anesthésie et la ventilation du patient. Donc, du coup, ça fait 3 parties dans le topo. On n'est pas super en avance. Si vous me dites qu'il faut accélérer, on accélérera sur la 3e. C'est vous qui me dites. Ok, on est parti. Donc, connaître la ventilation et faire de la ventilation bloc opératoire, les particularités physiologiques de l'enfant, vous les connaissez sans doute. Vous savez que les constantes fréquence respiratoire, volume courant, etc., sont différentes chez l'enfant que chez l'adulte. Ce n'est pas tellement ça sur lequel on va insister, mais plutôt les particularités anatomiques. Anatomiques, vous savez que les enfants, ils ont une grosse langue, une petite bouche, des grosses résistances qui sont essentiellement... l'essentiel des résistances sont situées dans le nez. Donc, il faudra toujours que ce nez, parce qu'il respire par le nez, il est tout petit, que ce nez soit libre. Ils ont une glotte, un cartilage hyoïde qui est haut, donc une glotte qui est haute, un petit peu plus difficile à aller intuber. Une épiglotte qui est large, des voies aériennes qui ne sont pas parallèles, hein, comme chez l'adulte, mais qui sont plutôt en entonnoir, avec une sténose sous-glottique, hein, qui a son importance sur le plan physiologique, mais qui va faire que l'intubation va être un petit peu plus délicate, une trachée qui va demander qu'à se plicaturer, et qui est avec une distance qui est particulièrement courte entre les cordes vocales et la carène. Et ça, quand on est très content d'avoir intubé, ça fait des intubations sélectives, c'est ce qu'on appelle l'engouement sélectif. On est content, on va trop loin, et notre enfant est intubé en sélectif. Ça fait des bronchospasmes, probablement une des premières causes de bronchospasme en pédiatrie. Donc ça, vous le savez, on vous l'a déjà appris. Ce qu'il y a de différent chez l'enfant, c'est il va avoir une implantation, notamment s'il est tout petit, avec une implantation des côtes et du diaphragme qui va être plutôt horizontale, ce qui lui donne une dynamique ventilatoire, hein, pour son diaphragme qui n'est pas très bonne. Hein, il a une course diaphragmatique qui est faible, et avec des muscles intercostaux, hein, pour créer cette ventilation, qui sont avec des muscles, des fibres musculaires qui ont une très faible résistance à la fatigue. Donc on est dans une situation où on a très peu de muscles, très fatigables, donc une compliance thoracique qui est très élevée, et puis un poumon, vous le savez, qui va avoir tendance à se rétracter, hein, donc les forces rétractiques élastiques du poumon sont très élevées. Du coup, vous allez avoir un poumon qui va avoir qu'une envie, c'est se refermer, avec une cage thoracique qui n'est pas tellement capable de lui permettre de s'ouvrir. Vous avez donc tout pour faire de la télectasie et très peu de temps en apnée avant d'avoir des désaturations. Les mécanismes physiologiques qu'il met en place pour s'adapter à ça, hein, d'abord, lui, sont à un prix métabolique énergétique très fort, donc c'est 10% de son métabolisme de base, un gros travail respiratoire, et les composantes qui lui permettent de faire ça, c'est la première chose, c'est la chimie, hein, c'est la physique, c'est d'avoir un surfactant intègre, c'est la base. D'avoir une respiration en fréquence respiratoire élevée, ce qui va lui permettre de faire un petit peu d'hyperinflation dynamique. Et puis, il y a 2 mécanismes qui sont un peu particuliers à l'enfant pour garder son poumon ouvert, hein, c'est d'avoir 2 mécanismes de frein expiratoire. Le premier en sous-glottique, qui est la sténose sous-glottique, hein, donc frein expiratoire, je crée de l'autopèpe, mon poumon se referme moins. Et puis l'activité post-inspiratoire du diaphragme qui va freiner lors de l'expiration et permettre de garder, de contribuer à garder le poumon ouvert.
Compliance thoracopulmonaire basse, ça veut dire grosso modo que quand vous avez des tout petits gabarits, moins de 1 an, vous avez des compliances de vos patients qui sont très faibles, en dessous de 10, en dessous de 6 même, alors que vous avez chez l'adulte un ratio de des chiffres de compliance qui sont bien plus élevés, on va dire au-dessus de 60. Ça veut dire que pour une même pression motrice de 10 cm d'eau, et ben, à un enfant, on va dire d'1 an, vous allez lui passer 60 ml de VT, alors que chez un adulte, vous allez pouvoir passer 500 ml de VT. Donc ça, c'est des ordres de grandeur, je ne sais pas si vous les aviez en tête, il me semblait important de les repréciser. Il a un poumon, il n'a pas beaucoup de force, il est fatigable. Il a des compliances qui sont mauvaises, grosso modo, votre patient, et donc des volumes de fermeture qui sont aux alentours de la CRF. Donc votre patient, il a tout pour désaturer vite. Une CRF qui est d'autant plus faible sur le graphique de gauche que son poids et son âge est bas. Donc quand vous avez une CRF exprimée en millilitres par kilo ici à gauche, qui est basse, et ben vous avez des délais d'apnée des délais de désaturation en apnée, donc après une préoxygénation à 100% de FiO2 pendant 5 minutes, qui sont d'autant plus faibles que l'enfant est petit. Vous voyez que les ordres de grandeur, après une préox de 5 minutes, c'est de l'ordre de la minute chez les enfants les plus petits. On retient donc que plus l'enfant est petit, plus il désature vite. Est-ce que ça a des conséquences en pratique? C'est-à-dire, quand on les endort, est-ce qu'ils désaturent vraiment? Il y a des travaux assez intéressants et avant qu'ils aient été faits, on n'avait pas objectivé forcément ça. C'est les travaux de De Graaf en 2013 qui vous montrent ici, en fonction de l'âge qui est exprimé en abscisse, donc les 0,1 mois jusqu'aux ados à droite, l'incidence et la profondeur des désaturations lorsqu'on fait une anesthésie chez ces enfants-là. Donc vous voyez que les désaturations en dessous de 80%, c'est le gris foncé, c'est 30% des enfants les plus petits. Mais vous voyez que les désaturations en dessous de 90% de SAT, c'est plus de 50% des enfants, aux alentours de 50% pour les enfants les plus petits. Donc ça, il faut le garder en tête, parce que c'est l'essentiel, en fait, de la morbidité en pédiatrie. Ce qui va faire des arrêts cardiaques, ce qui va faire de la morbidité, c'est essentiellement du respiratoire en pédiatrie. On le voit dans les registres nord-américains d'arrêt cardiaque, c'est la première cause. Les causes respiratoires, avec au premier rang desquelles les laryngospasmes, bien sûr, et les problèmes de ventilation sont les premières causes d'arrêt cardiaque chez l'enfant. Et puis ça a été bien montré également, et je vais passer très rapidement sur l'étude Apricot et l'étude Nectarine qui ont déjà été présentées hier, pour vous rappeler, j'ai envie de dire, l'essentiel qui est en bas à gauche de la diapo, chez les tout petits, ce qui fait la morbidité, la triade létale ou la triade morbide chez les tout petits, c'est l'association de malfaiteurs, hypotension, anémie, hypoxémie. Et ça fait des odds ratios de morbidité à 4 et de mortalité à 20 chez les tout petits. Donc ça, si on peut retenir qu'il ne faut pas qu'ils désaturent avec une tension normale, ce sera un gros message. Alors du coup, on a compris que les patients les plus petits, bien entendu, étaient fragiles sur le plan respiratoire. Je reprendrai les items de des orateurs précédents. Ça veut dire que quand on va partir au bloc opératoire, il faut être prêt à les ventiler. On ne peut pas improviser la ventilation. Il faut donc savoir et avoir bien connaître le matériel qu'on va utiliser et adapter nos prises en charge. Je ne vais pas vous mettre les diapos avec toutes les canules, tous les masques faciaux, les sondes d'aspiration, les guides échangeurs d'oxygène, etc. qu'il faut. Il faut avoir le matériel adapté à l'âge des enfants que vous allez prendre en charge. Ça, c'est un prérequis. Ce que je voudrais, c'est vous parler
un petit peu des respirateurs, qui est un topic qui me plaît pas mal en pédiatrie. Et peut-être, j'espère, vous apporter des informations que vous aviez peut-être pas rangées comme ça dans votre esprit. Ça va vite en pédiatrie, désature vite. Alors les critères que j'ai envie d'avoir, moi, sur un respirateur d'anesthésie, ou savoir comment ça marche avec le respirateur que j'utilise dans mon bloc opératoire, c'est de savoir s'il est rapide ou s'il est plutôt lent. S'il est précis sur les volumes courants que je vais vouloir administrer à mon patient, et puis on dira un petit mot des autotests qui sont intéressants. Alors, est-ce qu'il est rapide ou lent? Pour faire quoi? Pour administrer, c'est des respirateurs d'anesthésie, de l'oxygène et des halogénés. On est d'accord que c'est les deux trucs qu'on lui demande à peu près au respirateur. Pour le savoir, on a mis ces respirateurs sur banc test et on leur a demandé, sur poumon test, tout simplement, un poumon maqué qui gonfle et qui dégonfle, et on leur a demandé en fait en combien de temps, on a mesuré le temps qu'il leur fallait pour atteindre 95% d'une cible qu'on fixait en sévoflurane, donc 6% de sévo, ou 100% d'oxygène. Donc on leur a demandé dans des bancs tests différents combien de temps ils mettaient. Et puis on a regardé ça en fonction du débit de gaz frais qu'on réglait sur la machine. Et vous voyez, on a mis ici 5 respirateurs sur banc test. Et vous voyez, j'ai envie de dire, les débits de gaz frais sont en abscisse. Et puis le temps pour atteindre la cible, et vous voyez que le temps est long quand on est à débit de gaz frais bas. Je pense qu'à 2 litres, vous voyez qu'on a des délais qui sont très très longs pour atteindre l'objectif. Vous voyez que plus on augmente le débit de gaz frais que l'on a réglé sur notre machine, plus le délai va diminuer. Le temps pour atteindre la cible va diminuer. Ça, c'est la première information. Et vous voyez qu'au bout, par exemple, il y a des respirateurs où il faut aller jusqu'au débit de gaz frais maximal proposé par la machine. C'est le respirateur rouge ici, d'accord? Mais il y a des respirateurs pour lesquels, à partir de 6 litres pour ce respirateur bleu, eh bien, vous n'allez plus réduire le temps, le délai, pour atteindre votre cible. C'est ce qu'on pourrait appeler le débit de gaz frais optimal de cette machine-là. Vous êtes d'accord? Ça ne sert à rien d'aller au-dessus. Vous allez consommer des halogénés, du gaz frais, mais vous n'irez pas plus vite. D'accord? Donc vous voyez que c'est propre à chaque machine. Première information, je ne sais pas si vous l'aviez en tête. Nous, on l'a découvert en faisant ces bons tests, donc je vous passe l'info. Deuxième paramètre, ça c'était chez l'adulte, mon topo c'est de la pédiatrie. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand je lui dis ne fais pas 500 x 12 de ventilation, mais fais 200 x 20 par exemple, ce serait de la ventilation pédiatrique. Ben, vous voyez que les caractéristiques des respirateurs changent et le point d'inflexion il est plutôt à 4 litres par minute, sauf pour le respirateur rouge. Et quand on le règle en ventilation néonatale, eh ben, là, c'est un petit peu différent encore, et chaque machine a vraiment son propre débit de gaz frais optimal. Donc, pour aller vite, eh ben, il faut que je connaisse à peu près le débit de gaz frais optimal de ma machine. Il n'y a pas une seule réponse. Ce n'est pas 6 litres pour toutes les machines, ou 4 litres ou 2 litres. C'est le bon débit de gaz frais pour ma machine en fonction de la ventilation que je veux faire. C'est des datas qu'on n'a pas publiées. On les a présentés à l'ASFAR sous forme d'abstract. Malheureusement, on n'a pas su les publier. Vous allez me dire, Definker, t'es gentil, quand je veux aller vite pour administrer de l'oxygène, je mets du flush. Ça va quand même plus vite que de faire des tests, machin, etc. Alors, on va faire un vote à main levée. Est-ce que j'ai le droit de faire du flush patient branché, flush d'oxygène, oxygène rapide, haut débit, sur tous les ventilateurs qu'on utilise au bloc opératoire en anesthésie? Qui dit oui, j'ai le droit de faire du flush parce que j'ai des fuites ou je ne sais pas quoi, j'ai mon soufflet qui est vide ou j'ai mon ballon réservoir qui est vide. Donc, il faut que je remette du débit dans la machine. Qui dit oui, j'ai le droit de faire du flush? Patient branché. Il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est à visite pédagogique. Donc, on n'a pas le droit de faire du flush? Qui dit j'ai pas le droit de faire du flush patient branché? Bon, vous n'êtes pas joueur, ok. Autant pour moi, j'aurais essayé. Alors, du coup, la réponse, elle dit, la réponse, c'est ça dépend du respirateur que j'utilise, en fait. Et ça dépend si votre respirateur est muni d'une valve de découplage ou pas.
Bah zut alors, comment qu'on va faire ça? Alors, grosso modo, c'est quoi une valve de découplage? Une valve de découplage, en fait, c'est, vous voyez ici, typiquement, un respirateur qui est découplé. C'est quand le piston, là, de votre primus, il va générer, à travers la valve inspiratoire, le volume courant pour aller ventiler votre patient. Et bien, pendant ce temps-là, les gaz frais qui arrivent du mur, ils vont être déviés, ils seront bloqués par la valve de découplage ici, et ils vont être déviés dans votre ballon réservoir. D'accord? C'est bon? Ça veut dire que si vous faites du flush, le flush, il va dans le ballon, il ne va pas dans le patient. J'ai envie de dire qu'avec ce respirateur-là, sur la phase inspiratoire, vous ne risquez pas de faire de barotraumatisme. OK? On appuie sur Enter, ça c'est validé. Les autres types de machines, c'est les respirateurs qui sont non découplés, non munis d'une valve de découplage. Comme ces respirateurs-là, comme l'Avance par exemple, ou les respirateurs à soufflet ascendant à l'expiration. Donc vous voyez le soufflet. Et bien, lors de l'inspiration, ce qui va permettre l'inspiration, hein, c'est le mélange des gaz frais qui viennent du mur et du volume courant qui est généré par le soufflet qui va s'abaisser, d'accord, et produire, c'est ça hein, qui produit le volume courant sur les respirateurs GE, hein, c'est le soufflet. Donc il y a des gaz moteurs hein, qui poussent le soufflet, d'accord, et puis qui vont générer le volume courant. Donc ça passe à travers la valve inspiratoire et ça fait du volume courant. C'est bon? Vous avez remarqué que votre ballon réservoir n'est pas dans le circuit de ventilation quand vous faites de la ventilation assistée sur ce type de respirateur. D'accord? Ça veut dire que si vous faites du flush, le flush, il va passer ici et il peut aller faire du barotraumatisme sur votre patient. OK? Super. Génial. Je suis contente que vous ayez compris ça. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Ça veut dire, pour ceux qui se posent la question des respirateurs avec des volumes réflecteurs, comme les respirateurs qui sont à l'exposition, hein, les Flow et les Minerais, le mécanisme ressemble beaucoup au soufflet, en fait. Hein, donc, vous les mettez dans cette case-là. Il n'y a pas de valve de découplage. Du coup, excusez-moi. Du coup, est-ce qu'en vrai, on parle de quelque chose qui peut arriver? Il y a une publication assez récente hein, qui montre qu'à vouloir faire trop bien, c'est-à-dire faire du flush hein, sur un respirateur non découplé, on peut créer des pneumothorax. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a des cas cliniques qui ont été publiés. Si vous ne vous rappelez plus, en revenant chez vous, de ce que je vous ai dit, parce que là, vous avez dit oui, mais en revenant, vous n'allez plus vous en souvenir, c'est simple. Le respirateur que vous avez dans votre bloc opératoire, vous le branchez sur un poumon test, vous le faites ventiler, en volume ou en pression, on s'en fiche. Vous mettez du flush et vous regardez ce qui se passe sur les volumes, sur les pressions, parce que là j'ai fait caricatural, mais vous regardez bien les volumes courants et les pressions, la PEP et la pression que vous avez, et vous regarderez ce que ça fait, puis du coup ça, et vous le regardez en équipe, comme ça vous en faites profiter les autres, c'est sympa. Voilà ce que je voulais vous dire sur la rapidité des respirateurs. Maintenant, sur la précision des volumes courants, puisqu'on est en pédiatrie, potentiellement des tout petits. Je n'ai pas envie de vous parler, de vous faire des diapos sur les trucs hyper spécialisés de néonat, je ne crois pas que ce soit le sujet. J'ai envie de vous parler, moi, de ce que nous, on peut avoir comme action sur la façon d'administrer les volumes courants et les erreurs que l'on peut faire, les mésusages qu'on peut avoir avec nos respirateurs. Est-ce que vous êtes tous au clair avec ce qu'est un test de fuite et de compliance ? Ou est-ce que c'est l'IAD qui le fait et vous n'en avez rien à cirer, en fait? OK. Tout le monde est OK avec à quoi sert le test de fuite et de compliance? Oui? Vous ne levez toujours pas la main, donc j'arrête de vous faire participer. Donc, grosso modo, le test de fuite et de compliance sur un respirateur d'anesthésie va vous permettre, en fait, de regarder quand vous allez générer de la pression,
le volume qui va être perdu dans la distension du circuit du patient que vous allez utiliser. Parce que vous utilisez un circuit qui n'est pas rigide, il est distensible. Et forcément, quand vous allez monter la pression, il y a du volume qui va se perdre dans les tuyaux. Est-ce que c'est OK pour ce que c'est que la compliance des tuyaux? OK. Donc, avant de démarrer votre machine, avant de démarrer votre ventilation, vous obturez votre système, il monte en pression et il calcule la compliance. Il l'affiche, grosso modo, l'ordre de grandeur d'une compliance des tuyaux, c'est 1 millilitre par centimètre d'eau, si bien que lorsque vous ventilez à un niveau de pression de 20 centimètres d'eau, vous allez perdre l'équivalent de 20 millilitres dans le circuit. 20 millilitres chez un grand gaillard, avec un volume courant à 400, c'est 5% de son VT, j'ai envie de dire qu'on s'en fiche un peu. En revanche, pour un petit gabarit que vous allez ventiler avec 50 millilitres de volume courant, ça va représenter 40% de son VT. Vous allez me dire, du coup, je dois compenser, je dois faire quelque chose? Non, vous savez que les respirateurs modernes ont une compensation automatique de la compliance. Automatique, ça veut dire qu'il le calcule et il le corrige automatiquement. Et vous, ce que vous allez lire sur l'écran de votre respirateur, en fait, ça va être ce qui va mesurer au niveau ici, au niveau des 2 carrés violets là, qui sont les capteurs de spirométrie distaux, d'accord? C'est là qui mesure les volumes. Et donc, il le compense automatiquement. Vous ne vous en occupez pas, vous êtes aveugle de ça. Aveugle, ça ne veut pas dire pas prudent. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez changer une composante dans ce circuit-là, il ne peut pas le deviner, hein. Donc il faut refaire un test de fuite et de compliance. Si vous augmentez le volume du système, le volume courant délivré à votre patient, il va être diminué. D'accord? Et vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas parce que la spiro, elle est mesurée en distal. Elle n'est pas mesurée en proximal sur la pièce en Y, sauf en néonatologie. D'accord? Donc, vous ne verrez pas l'erreur que vous êtes en train de faire. Si au contraire, vous diminuez le volume des circuits que vous allez utiliser, de la même façon, vous allez augmenter le volume courant que vous allez délivrer à votre patient. Et encore une fois, vous n'allez pas le voir sur la spiro, parce que la spiro, elle est mesurée au respirateur et pas en distal. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un enfant qui est au milieu de votre tableau opératoire adulte et que vous allez vite changer les tuyaux, parce que c'est un enfant, il faut mettre les petits tuyaux de pédiatrie, parce que c'est quand même mieux d'utiliser les tuyaux de pédiatrie, si vous ne refaites pas un test de compliance, vous faites des bêtises. C'est bon? Yes. Ça, c'est les mesures qu'on avait faites. Je vais passer, ce que j'ai pris un peu de temps pour expliquer. Donc, vous les regarderez tranquillement. Le diaporama sera disponible. En sachant que la première ligne, c'est ce que vous voyez sur le respirateur, les volumes qui sont mesurés, et le petit bébé signifie ce qu'on va mesurer comme étant le volume courant effectivement reçu par le patient, qu'on soit en volume contrôlé ou en pression contrôlée. Je vous laisserai regarder ces chiffres-là et les méditer. La conclusion de ça, c'est que ni le volume contrôlé, ni la pression contrôlée ne vous prémunissent de cette erreur. Donc, vous n'avez pas le droit de la faire. Donc, à chaque fois que vous changez un truc, vous refaites un test de fuite et de compliance. Je pense en particulier à tous les systèmes et les circuits qui sont dépliables. Il faut les déplier à la bonne longueur. Quand vous allez faire du robot, quand vous allez des patients qui sont inversés et que vous allez devoir utiliser des longs circuits, eh bien, il faut les retester avant de démarrer votre ventilation. J'espère vous avoir aussi convaincu dans la même foulée qu'il fallait, en pédiatrie, encore plus que chez l'adulte, faire la chasse à l'espace mort et utiliser les filtres adaptés à la taille de votre patient. Sinon, vous allez ventiler dans votre tuyau, dans votre filtre, mais pas dans votre patient. Et toujours pareil, vous aurez des capnies mesurées qui seront normales. Donc, vous ne faites pas piéger par ça.
Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est bon? On a tout fait, là, on peut démarrer, on peut ventiler, parce qu'il y a le chirurgien qui pousse un peu, on est pressé, là. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on a tout fait? Dites-moi. Vous ne voulez toujours pas jouer avec moi? Non. Tant pis pour moi. Eh bien, moi, je dis que non, on n'est pas encore prêt. Pourquoi on n'est pas encore prêt? Parce que je ne suis pas sûre qu'en ayant tout checké, tout préparé, fait mon test de fuite et de compliance, est-ce que je sais que mon respirateur va ventiler? Parce que c'est quand même ça qu'on lui demande au départ. Est-ce qu'il va ventiler? Est-ce que je suis sûre qu'il va ventiler? Répondez-moi, s'il vous plaît. Sinon, c'est pas cool. Bon, d'accord. Oui, il ventile. Vous êtes sûr? Parlez plus fort. Eh bien, c'est pas sûr qu'il ventile, parce que vous n'êtes pas à l'abri, en ayant, même si vous avez fait l'autotest, hein, donc l'autotest plus le test de fuite et de compliance, tous les autotests ne dépistent pas un problème de montage dans le circuit, hein, vous savez, en particulier au niveau des filtres, des pièges à eau que nous avons sur nos tuyaux de ventilation. Il peut y avoir des désadaptations, réadaptations ou des erreurs montage issues de l'industrie, hein, déjà dans le sac, quoi. Et ben, bref, si c'est mal monté et que ça fait une boucle respirateur et une boucle patient sans qu'il y ait de lien entre les deux boucles, votre patient ne sera jamais ventilé, on est d'accord? Eh bien, tous les autotests ne dépistent pas ce problème-là. C'est même d'ailleurs comme ça que pour certains respirateurs, les GBM, les gars qui vous entretiennent les respirateurs, montent le système pour rechercher une fuite qui serait indépendante des tuyaux. D'accord? Donc, attention, l'autotest ne suffit pas. Donc, du coup, il faut faire quoi? Ben, c'est simple, il faut le faire ventiler, le respirateur, sur un poumon test, pour être sûr que sa fonction première, qui est de ventiler, est bien assumée. Bon, maintenant, on peut y aller, parce que là, il y a le chirurgien qui pousse, on y va. Est-ce qu'on peut y aller, là, du coup? Oui? Bah, je sais pas, moi, je suis pas d'accord avec vous, hein. Pour moi, on peut toujours pas y aller, parce que quand même, on n'a pas parlé des pré-réglages, en fait, du respirateur. Les orateurs précédents l'ont cité, hein. En pédiatrie, un des autres pièges, il y en a pas mal, hein, c'est qu'on va passer des gabarits qui vont j'exagère un peu, d'un ratio de 1 kg à 100 kg, hein, et même plus. Donc du coup, en termes de volume courant, va falloir qu'on se méfie un peu. Du coup, si on reste sur le pré-réglage du patient précédent et qu'on a pré-réglé en volume contrôlé, on peut quand même faire des grosses bêtises, hein. D'accord? Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de réfléchir en équipe à quel est le mode ventilatoire que vous allez utiliser par défaut sur votre respirateur. Et j'ai envie de dire que la bonne réponse, c'est forcément la pression contrôlée. Parce que si vous mettez 10 de pression, vous ventilez tous les patients sans faire de bêtises. Vous ajusterez après, mais si vous partez en volume contrôlé, ce n'est pas la même. On est d'accord? Et j'insiste également sur le fait que sur certains respirateurs, vous pouvez monitorer, vous allez monitorer la compliance dynamique de vos patients et son évolution. Vous allez pouvoir, pour les dernières générations, les derniers softs, monitorer le volume courant exprimé en millilitres par kilo. Alors chez l'adulte, ça ne vous cause pas beaucoup, vous en fichez un peu. En pédiatrie, surtout quand on passe de petit au grand, machin, etc., eh ben, avoir rentré le poids du patient et voir s'afficher les millilitres par kilo, je trouve que c'est pas mal, ça nous permet un petit peu d'optimiser, c'est bien. Et puis vous allez régler vos alarmes comme pour tous les autres patients. Et là maintenant, est-ce qu'on peut y aller? Oui, on y va, allez. Il me reste combien de temps? Pour savoir, c'est bon? Ouais, ok. Alors on y va. On va pouvoir donc y aller en respectant ce qui correspond à ce qu'il faut bien faire en pédiatrie en général, c'est-à-dire respecter les safe thoughts. Je vous laisse cliquer le lien de ce truc-là pour savoir quelle est cette initiative globale de comment bien faire en général au bloc opératoire pour les enfants. Et vous voyez que dans les items et les 10 items qu'il faut respecter, il y a être en normoxie et en normocapnie. On va parler de l'oxygène et de la ventilation rapidement, du coup on va le faire vite, hein. L'oxygénation, il désature vite, donc il va falloir les préoxygéner. On a, grosso modo, hein, il désature vite, mais il resature vite. Donc 1 minute de ventilation masque bien étanche pour les moins de 1 an suffit en général à obtenir une préox de bonne qualité. Et pour les enfants de 2 ans, de plus de 2 ans, 2 minutes permettent d'avoir 2 minutes d'apnée sans désaturation.
Quel FiO2 on va utiliser à l'induction? Vous savez qu'il y a les partisans du 100 et les partisans du 80%. En pédiatrie, l'intérêt du 100%, c'est que ça va vous donner du temps, sans désaturation, plus que du 80%. Mais ça va faire plus d'atélectasie. OK. Il y a des avantages et des inconvénients, on est dans la vraie vie. Va falloir réfléchir pour le patient que vous endormez. Est-ce que c'est un terrain particulier? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est estomac plein? Est-ce qu'il est intubation difficile? Est-ce que c'est un syndromique? Est-ce qu'il est en choc? Tout ça vont être des critères qui vont vous aider à choisir entre 100 et 80%. Moi, quand je veux du temps, je mets 100%. Il y a quand même visiblement pas mal de gens qui trouvent qu'il faut avoir du temps parce qu'il y a pas mal d'études qui expliquent comment avoir plus de temps. Donc ça veut dire qu'il en faut quand même du temps pour gérer les voies aériennes. 3 façons à retenir pour avoir du temps. C'est tout simplement de mettre de l'oxygène dans une sonde nasopharyngée à 2 ou 3 litres par minute d'oxygène, et ça fait de l'oxygène dissous, passif, de l'oxygénation passive pendant les temps où on fait les manœuvres, et ça vous donne un petit peu de temps. Ça rallonge le délai d'apnée sans desat. Utiliser des lunettes à haut débit, ça marche aussi, et ventiler avec de la PEP pendant que vous ventilez avant l'intubation, ça vous donne du temps. On n'a pas le temps de détailler les études qui montrent ça, elles sont dans le topo, vous les aurez donc là. On passe à quel FiO2 en paire opératoire? L'idée, c'est de redescendre à la plus petite FiO2 qui est confortable, grosso modo entre 35 et 45% de FiO2 en paire opératoire. On ne fait pas de bêtises quand on fait ça. Faites attention quand vous fermez fort vos circuits et que vous commencez avec une FiO2 basse à 25%, vous allez vite vous retrouver avec des concentrations hypoxiques, si vous baissez vite vos trucs. Et c'est tout l'intérêt également d'avoir un réglage de l'ENOC qui soit calé sur la fraction expirée d'oxygène. Ça vous évitera d'avoir les alarmes qui sonnent et d'avoir à réouvrir votre circuit ou monter votre FiO2. Il va le faire tout seul. Est-ce que c'est grave d'avoir mis beaucoup d'oxygène au démarrage pour ne pas avoir de desat? Il y a une étude qui est ici rigolote que je vous ai mis en référence et qui vous dit non, c'est pas grave. Si vous mettez de la PEP et que vous faites des manœuvres de recrutement titrées sur l'échographie, grosso modo, vous n'aurez pas plus d'atélectasie quand vous mettez beaucoup d'oxygène que quand vous faites 30% à l'induction, 30% à l'entretien de FiO2. Donc c'est assez rassurant. On peut réverser en fait les effets de l'oxygène en faisant les manœuvres adaptées. On a mis de l'oxygène, maintenant on va mettre des halogénés. Et vous savez comme moi que les halogénés, ça fait de l'hypotonie qui va être dose dépendante. Et l'hypotonie, ça fait de l'obstruction. Ici, vous avez ce qui se passe en coupe sur le palais, la base de langue et l'épiglotte, à concentration progressivement croissante d'halogénés, 0,5 MAC, 1 MAC et 1,5 MAC de CEVO. Et vous voyez que le calibre des voies aériennes s'aplatit complètement. On trouve exactement les mêmes données avec le propofol. Et sur les coupes du bas, on voit que cette obstruction, elle est réversée par l'administration d'une PEP. Et cette PEP, qui nous a déjà donné du temps à l'induction, on va considérer que c'est le stent des voies aériennes. C'est ce qui va vous permettre de garder vos voies aériennes ouvertes et d'avoir le moins d'obstruction possible. Cette PEP, si vous la toute seule, elle ne sert à rien. Il faut que vous ayez installé, et quand vous passez en pédiatrie, on vous tient la main pour bien faire, il faut que votre patient soit bien installé, éventuellement avec un billot sous les épaules, suivant pour les plus petits, avec la langue qui soit décollée du palais, avec une canule, une PEP, de l'aide inspiratoire, éventuellement des lunettes à haut débit. Mais ce qui va être intéressant, c'est le billot, la canule de bonne taille, pas trop longue, pas trop courte, et puis la luxation mandibulaire titrée qui va vous permettre de faire ça. Et ça, vous l'avez en coupe scanographique, ça vous redonne la liberté des voies aériennes. La PEP, elle ne sert à rien si vous ne faites pas ça en associé. Donc, il faut apprendre à le faire. C'est une petite gestuelle à choper. Au début, on trouve qu'on a trop de doigts sur les mains et qu'on ne sait pas comment ça va marcher. Et puis, au bout d'un petit moment, on y arrive très, très bien. Ça va vous permettre de bien ventiler vos patients. C'est la première ligne de ce qu'il faut faire quand on est dans l'algorithme ventilation difficile chez l'enfant. Et c'est aussi
avec la ventilation à 4 mains, ce qui vous permettra d'éviter de vous mettre dans cette situation de laryngospasme, qui est la complication la plus fréquente en pédiatrie, mais également d'en sortir. Et donc ça veut dire que l'algorithme, il faut l'avoir parfaitement en tête. Comment je vais régler ma machine pour faire de la ventilation spontanée lors de l'entretien de l'anesthésie? Eh bien, l'entretien, on a un poumon qui se rétracte, des voies aériennes qui sont collabables, c'est forcément de l'aide et de la PEP. Ça ne peut pas s'imaginer autrement. Et votre aide inspiratoire, vous allez la titrer pour avoir des volumes courants aux alentours de 6 à 8 millilitres par kilo. Il est interdit de faire de la ventilation spontanée. Comme l'a dit Malcolm tout à l'heure, avec le tuyau sur le circuit, donc ventilé sur un tuba en fait, si vous ne mettez pas de ventilation, si vous ne mettez pas d'aide et si vous ne mettez pas de PEP. Parce que là, vous allez exploser le travail respiratoire de votre patient. Il va s'épuiser, ce d'autant qu'il est plus petit. On est passé à la ventilation pendant l'entretien, mais cette fois-ci en contrôlé. Donc, volume versus pression, il y a des pour, il y a des contre. On ne fait pas le débat ici. Vous avez compris que ce n'était pas l'objet, ce n'est pas là-dessus que j'ai centré mon topo. Il y a un mode ventilatoire qui est assez sympa, qui est la PCVVG, qu'on utilise de plus en plus au bloc opératoire et dans les réanimations, y compris néonatales. Et ça, c'est plutôt très, très sympa. Quel que soit le mode de ventilation que vous choisissez, l'important, c'est d'en connaître les limites et de régler les alarmes de façon adaptée au mode ventilatoire que vous allez utiliser. Je crois que ça, c'est la base. Et ensuite, vous mettez de la PEP. Vous n'avez pas le droit de ventiler sans PEP. La seule exception serait éventuellement quelques patients de des cardiopathies congénitales, mais c'est exceptionnel. Ventiler pas en dessous de 6 millilitres kilo de volume courant, pas au-dessus de 10. Vous adaptez votre fréquence respiratoire avec toutes les limites que je vous ai dit sur l'interprétation de la CAPNI. Une FiO2 péropératoire inférieure à 40%. Et puis, vous allez faire des manœuvres de recrutement. Ça, on n'a pas Il faut accélérer. Donc, vous les faites, les manœuvres de recrutement. Il n'y en a pas qui soient complètement... il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. L'essentiel, c'est de les faire chez les patients qui sont intubés et surtout de remettre une PEP derrière. Si vous faites des manœuvres de recrutement et que vous mettez 0 de PEP derrière, vous avez tout perdu. L'idéal, c'est de mettre la PEP, on va dire optimale, celle qui correspond bien. Vous avez un très bon topo de Britta von Ungern-Steinberg sur le sujet qui répond à ça. Comment extuber les patients? Extuber les patients, c'est en pression positive. Est-ce que je les aspire systématiquement? Vous ne voulez toujours pas jouer avec moi, donc la réponse est non. Je ne les aspire que s'ils ont besoin d'être aspirés, auquel cas, après, je refais une manœuvre de recrutement avant l'extubation. Le cas particulier de l'enfant obèse, ma diapo, est ridicule par rapport au topo qu'on a eu avant, mais juste pour vous dire qu'en pédiatrie, on va essayer d'appliquer ce que vous savez déjà chez l'adulte. On va juste se rappeler qu'il faut choisir les dispositifs en fonction du poids idéal théorique pour la sonde d'intubation et du poids réel pour le masque laryngé. Et puis ventiler, bien sûr, sur le poids idéal théorique. Et vous avez ici le nomogramme de Callaghan qui vous permet en 2 secondes et demie, d'avoir le poids idéal théorique de votre patient. J'espère vous avoir convaincu que c'était vachement important de connaître la physio de votre enfant, de connaître la physio de votre respirateur et de monitorer et d'optimiser tout ça avant de démarrer la ventilation en pédiatrie. Je vous remercie.